Le fardeau d'une faute inventée. Avant de commencer cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer la vidéo. Je laisse tomber mon badge d'hôpital sur le comptoir de la cuisine, toujours vêtue de ma blouse bleue après mon quart de 12 heures. Chaque muscle me fait souffrir, mais Lina aura faim. J'ouvre la porte du congélateur, cherchant quelque chose de rapide. Des aiguillettes de poulet, des légumes surgelés. Ce sera suffisant. Nora, peux-tu venir ici? La voix de papa, Marc, flotte depuis la salle à manger, portant ce calme artificiel qui précède toujours les ennuis. Juste une minute, réponds-je. Je glisse le poulet au micro-ondes. J'appuie sur 3 minutes. Je prépare le dîner pour Lina. Cela ne peut pas attendre. Maintenant, le micro-ondes bourdonne, tandis que je me traîne vers la salle à manger, toujours dans mes chaussettes de contention. Maman, Diane et papa sont assis aux extrémités opposées de la table rectangulaire en chêne, une disposition formelle que nous réservons normalement pour Noël ou la visite du père Olivier. Des papiers sont étalés entre eux, d'un blanc net sur le bois abîmé. Le fauteuil roulant de Lina est positionné au 4e côté. La moustache poivre et celle de papa se contractent quand j'entre. « Assieds-toi, assieds-toi. » Pas de salutation, pas de « Comment s'est passé ton quart ?» Juste l'ordre. Je me laisse tomber sur la chaise restante, notant l'expression crispée de maman et la façon dont Lina étudie ses mains jointes sur ses genoux. « Que se passe-t-il » demandai-je, essayant d'ignorer la peur qui monte dans mon estomac. Papa fait glisser un document vers moi, sa chevalière attrapant la lumière du plafond. « Ta mère et moi vieillissons. Nous devons formaliser les arrangements pour les soins de Lina. » Je parcours la première page. Contrat de responsabilité de soins s'étend en lettres grasses en haut. Plus bas, partie responsable, Nora Ann Reed. Je ne comprends pas. C'est simple, dit maman, la voix douce mais inflexible. Tu vas liquider ton plan d'épargne retraite pour créer un fonds de soins pour Lina. Ensuite, tu verseras 1 800 € par mois pour ses dépenses courantes. La pièce tangue légèrement. 1 800 € chaque mois. Papa se penche, les doigts en ogive. Tu gagnes 42 000 € comme infirmière. Cela représente plus de 3 000 € net par mois. Nous ne demandons que la moitié. Mais mes prêts étudiants, mon loyer ? Ne te cache pas derrière tes prêts étudiants, coupe maman, soudainement acerbe. Tu as 60 000 € sur ton plan d'épargne. Liquide-le, tu auras au moins 40 000 € après impôt. Mes mains commencent à trembler. Je les presse à plat contre la table, luttant contre la nausée qui me monte à la gorge. Cela semble très soudain. Il n'y a rien de soudain, dit papa. Tu es responsable de ta sœur depuis l'accident. Nous ne faisons que le mettre par écrit. Je fixe les papiers, mon nom répété partout. Partie responsable, obligation financière, légalement contraignant. Ma vision se brouille sur les bords, tandis que j'essaie de comprendre ce qui se passe. Signe aujourd'hui, et nous pourrons déposer les documents demain, ajoute papa, poussant un stylo vers moi. Un souvenir me revient, moi, à 16 ans, assise sur le lit d'hôpital de Lina, tressant ses cheveux pendant que les machines bipaient autour de nous. Je prendrai toujours soin de toi, avais-je promis, la voix brisée. Tout est de ma faute, mais je vais arranger ça d'une manière ou d'une autre. Les yeux de Lina rencontrent les miens par-dessus la table, puis s'échappent. Elle n'a pas dit un mot. Pourquoi tout cela repose-t-il sur moi? La question sort plus petite que prévu. Nous sommes une famille. Le visage de papa se durcit. Parce que tu es la raison pour laquelle elle est dans ce fauteuil roulant. Le couteau familier de la culpabilité se tord plus profondément, mais sous lui s'agite quelque chose de nouveau. Une question que je ne me suis jamais autorisée à exprimer. 11 ans de cela. Et maintenant vous voulez le mettre par écrit? L'arrangement a toujours été clair, dit maman, lissant des plis invisibles de la nappe. Tu as choisi de nourrir des chats errants au lieu d'accompagner Lina à l'arrêt de bus. Ton irresponsabilité lui a coûté tout. Chaque mot tombe avec une précision rodée. J'ai entendu cette histoire des milliers de fois. Lina, 14 ans, a manqué son bus parce que je n'étais pas là pour l'accompagner. Elle a essayé de le rattraper au prochain arrêt, a traversé la rue sans regarder, et une camionnette de livraison n'a pas pu s'arrêter à temps. Ma faute. Toujours ma faute. J'ai besoin de temps pour réfléchir à cela. Ma voix se stabilise de manière inattendue. Les sourcils de papa se lèvent. Il n'y a rien à penser. Tu dois ça à ta sœur. Juste un jour ou deux, insistai-je.
Signe maintenant, dit maman, ou nous dirons à tout le monde à l'hôpital comment tu abandonnes ta responsabilité. Ton superviseur à l'hôpital Georges Pompidou, tes amis de l'église, tout le monde le saura. La menace plane entre nous. Ils savent exactement comment j'ai construit ma vie autour de ce qui s'est passé, comment le personnel de l'hôpital respecte mon dévouement envers ma sœur paralysée, comment la communauté de l'Église admire mon sacrifice. Vous ne feriez pas ça. Et c'est nous. La voix de papa tombe dangereusement bas. Le père Olivier pense que tu es pratiquement une sainte. Imagine sa déception. Lina ne dit toujours rien, son fauteuil roulant positionné parfaitement pour former une barrière entre mes parents et moi. Je tends la main vers le stylo, les doigts tremblants, je le tiens au-dessus de la ligne de signature. Tout mon avenir condensé en un seul coup d'encre, puis je pose le stylo doucement. Je vous parlerai demain. Papa commence à parler, mais je suis déjà debout, les jambes instables sous moi. Dans ma chambre, je verrouille la porte et m'effondre sur le sol, le dos contre le mur. Mes mains tremblent trop violemment pour envoyer un message. Je fais défiler mes contacts, trouvant un nom que je n'ai pas appelé depuis des années. Le téléphone sonne 3 fois avant qu'elle ne réponde. « Nora ?» Héloïse a l'air surprise. Ça fait une éternité. Est-ce que ça va? L'inquiétude dans sa voix libère quelque chose en moi. Les larmes coulent librement tandis que je lutte pour expliquer. Ils veulent tout ce que j'ai. Ma retraite, mon salaire, je ne sais pas quoi faire. Ralenti, dit Héloïse, son mode avocate s'activant. Commence par le début. Dis-moi exactement ce qui s'est passé. Entre les sanglots, j'explique l'embuscade, les papiers, les menaces. Héloïse écoute sans interruption, puis pose la question qui me coupe le souffle. Nora, as-tu déjà vu le rapport de police réel de l'accident de Lina? Non, je murmure. Les souvenirs se réorganisent comme des pièces de puzzle. Ils se sont occupés de tout. J'avais 16 ans, dévastée. Ils m'ont dit ce qui s'était passé. Le silence s'étire entre nous avant que j'exprime la pensée qui se forme dans le coin le plus sombre de mon esprit. Et si ce n'était pas ma faute après tout? La vérité révélée. Le café bourdonne d'une conversation feutrée. Un sanctuaire, loin de la portée de mes parents. 3 jours se sont écoulés depuis leur embuscade, et mes mains tremblent encore en tenant la tasse en céramique. La vapeur s'enroule vers le haut, disparaissant comme la vie que je croyais connaître. Héloïse se glisse dans la banquette en face de moi, sa mallette cognant contre la table en bois. L'amie d'université aux boucles sauvages et aux rires contagieux a disparu. Cette Héloïse porte un tailleur anthracite sur mesure, les cheveux tirés en une queue de cheval lisse, les yeux perçants et déterminés. « Tu as l'air terrible, » dit-elle, sans fioriture. C'est l'Héloïse dont je me souviens. Des quarts de 12 heures, plus le fait d'éviter ma famille font ça. J'essaye un sourire qui ressemble plus à une grimace. Je ne suis pas rentrée à la maison, sauf pour dormir depuis, tu sais. Elle déverrouille sa mallette avec 2 clics. J'ai trouvé le rapport de police. Les mots planent entre nous comme une chose physique. Je fixe la chemise cartonnée qu'elle pose sur la table. Ses borses nettes et officielles, contenant soit mon emprisonnement, soit ma liberté. À quel point est-ce grave? Ma voix est petite, enfantine. Héloïse ne répond pas immédiatement. Au lieu de cela, elle ouvre le dossier et le tourne vers moi. Lis-le toi-même. La dactylographie noire se brouille devant de mes yeux. Lieu de l'accident, rue de la Paix, à 3,8 km de notre quartier. Heure, 15h42. Véhicule impliqué, une moto Honda 1998. Conducteur, Théo Leclerc, 17 ans. Passagère, Lina Reed, 14 ans. Ce n'est pas possible. Je feuillette les pages, parcourant les déclarations de témoins. Cela dit qu'elle était sur une moto avec un garçon, à des kilomètres de l'endroit où je nourrissais les chats. Continue de lire. La voix d'Héloïse reste calme. Le témoignage d'un témoin me saute aux yeux. La passagère riait, les bras enroulés autour de la taille du conducteur. La moto a tenté de passer au feu orange. La camionnette de livraison avait le feu vert lorsque la collision s'est produite. Mais ils m'ont dit qu'elle avait manqué son bus parce que je n'étais pas là, qu'elle essayait de le rattraper au prochain arrêt quand... Ma gorge se ferme autour des mots. Ils t'ont menti, Nora. Les doigts d'Héloïse couvrent les miens, chauds et solides. Ils t'ont menti surtout. Les murs du café semblent s'incliner et tanguer. 11 ans de culpabilité.
11 ans de rêves sacrifiés, de double quart de travail, d'excuses à chaque respiration pour un crime que je n'ai jamais commis. Lina faisait une virée avec son petit ami secret, continue Héloïse, la voix basse. Théo Leclerc, capitaine de l'équipe de basket, tes parents lui avaient interdit de le voir. Tu te souviens? Trop vieux, trop sauvage. Les souvenirs refont surface. Lina chuchotant au téléphone tard le soir. Des messages mystérieux. Un intérêt soudain pour les matchs de basket. Des détails que j'avais oubliés, enfouis sous des années d'expiation. Plusieurs témoins l'ont confirmé. Héloïse tourne une autre page. Lina a complètement sauté le bus ce jour-là pour retrouver Théo. Ils se dirigeaient vers le lac quand ils ont grillé le feu. Mon estomac se soulève. Je me précipite aux toilettes, arrivant juste à temps avant de vider mon petit déjeuner dans la cuvette. Des perles de sueur froide perlent sur mon front tandis que je me rince la bouche, fixant mon reflet, les yeux creux, pâles. Un fantôme formé par les mensonges des autres. Quand je reviens, Héloïse m'a commandé un thé frais. Le rapport de police attend, inexorable comme le jour du jugement. Et les dossiers de casse de l'hôpital, je murmure, m'asseyant prudemment dans la cabine, ceux que je n'étais pas autorisée à voir parce que j'étais trop émotive. Ils savaient, depuis le début, n'est-ce pas? Héloïse hoche la tête, son visage d'avocate est de retour. J'ai parlé à l'infirmière qui était là quand Lina a été amenée. Tes parents ont immédiatement commencé à construire le récit. Là, dans la salle de traumatologie, pendant que les médecins s'occupaient de Lina, ton père disait déjà que tu étais responsable. La trahison me transperce, une douleur physique rayonnant de ma poitrine vers l'extérieur. Pourquoi m'ont-ils fait ça? L'argent, initialement, puis le contrôle. Héloïse sort d'autres documents. Ta grand-mère t'a laissé 20 000 € quand elle est décédée, tu te souviens? 3 mois après l'accident de Lina, tes parents l'ont emprunté pour des frais médicaux d'urgence, mais les soins de Lina étaient mal couverts par l'assurance. Un autre souvenir refait surface. Signer des papiers en pleurant dans la chambre d'hôpital de Lina, la main de papa lourde sur mon épaule. Pour l'avenir de ta sœur, avait-il dit, ils m'ont fait retarder l'université. Ma voix semble lointaine, étrangère. Ils ont dit que Lina avait besoin de moi à la maison pour sa convalescence. J'ai pris des cours du soir tout en travaillant de jour, la surveillant entre les quarts de travail. Et ton diplôme d'infirmière? Qui a choisi ce chemin de carrière? La question frappe comme une gifle. Maman a dit que c'était logique, que je serais mieux équipée pour m'occuper de Lina. Pourtant, les infirmières gagnent beaucoup moins que le métier d'ingénieur que tu avais initialement prévu. Héloïse fait glisser un autre document. Ton salaire de départ aurait été presque le double de ce que tu gagnes maintenant. Mon esprit s'emballe, recalculant 11 ans de manipulation. Les voyages de culpabilité quand je mentionnais déménager. Les rappels constants de ma responsabilité, les excuses occasionnelles en larmes de Lina qui n'avaient aucun sens jusqu'à présent. Il planifiait cet accord formel depuis des mois, réalisai-je à haute voix. C'est pour ça qu'il n'arrête pas de me demander des nouvelles de ma retraite. Héloïse hoche la tête. Sans ce document, ils n'ont aucune base légale pour leurs exigences. Ils ont peur, Nora. De quoi? De perdre leur vache à lait? L'amertume monte comme la bile. C'est une partie de cela. Héloïse hésite. J'ai fait quelques recherches. Tes parents sont financièrement sous l'eau. Deuxième hypothèque, dette de carte de crédit, facture médicale non couverte par l'assurance. Ton père a perdu son emploi il y a 6 mois. La révélation devrait adoucir ma colère, mais au lieu de cela, elle se durcit en quelque chose de froid et précis. Il ne m'a jamais rien dit. Toutes ces collectes de fonds à l'Église, le respect qu'il commande dans la communauté, c'est une façade. Les gens font des choses désespérées quand ils ont peur, dit Héloïse. Ta mère a eu une crise émotionnelle lors de la collecte de fonds de l'Église le mois dernier. Le père Olivier pensait que c'était à cause de l'état de Lina, mais c'était la pression financière. Les pièces s'emboîtent avec une clarté terrible. Et Lina, est-ce qu'elle savait? Elle devait savoir, confirme Héloïse doucement. Elle avait 14 ans, pas 4. Elle se souvient de l'accident. La trahison de ma sœur me coupe le plus profondément. 11 ans de complicité silencieuse tout en me regardant tout sacrifier. Ce ne sont pas des méchants de dessins animés, mais en garde Héloïse, lisant mon expression. Ils ont sincèrement peur de perdre leur maison, incapables de financer les thérapies de Lina sans tes revenus. Ta mère croit vraiment que l'avenir de Lina dépend de ton sacrifice. Cela ne rend pas la chose juste.
Ma voix se durcit. Non, ça ne l'est pas. Héloïse ferme le dossier avec finalité. La bonne nouvelle est qu'ils n'ont aucune affaire. Le délai de prescription a expiré il y a des années. Même si l'accident de Lina avait été de ta faute, ce qui n'est absolument pas le cas, ils n'ont aucune position légale pour exiger un soutien continu. Pour la première fois depuis des jours, je sens quelque chose comme de l'espoir s'agiter. Alors qu'est-ce qu'on fait? Nous recueillons plus de preuves. Le rapport de police n'est que le début. Héloïse énumère les points sur ses doigts. Nous avons besoin de déclarations de témoins, du témoignage de l'ex-petite amie de Lina, de ta tante Laura qui a entendu tes parents à l'hôpital. Théo Leclerc vit toujours à Paris, je me souviens soudain. Il est entraîneur de basket au lycée Fénelon. Parfait. Et je connais quelqu'un d'autre qui peut aider. Héloïse sort son téléphone. Monsieur Dubois, journaliste d'investigation spécialisé dans les fraudes familiales. Il a révélé cette histoire l'année dernière sur ce couple qui a simulé la maladie de leur enfant pour des dons. L'ampleur de ce que nous prévoyons me frappe finalement. Cela va détruire ma famille. Le regard d'Héloïse s'adoucit légèrement. Ta famille s'est détruite au moment où ils ont décidé de sacrifier ton avenir pour leur confort. Mais il ne s'agit pas de vengeance, Nora. Il s'agit de liberté, la tienne et celle de Lina. Je fixe le rapport de police. La vérité cachée pendant 11 ans. Lina va-t-elle me haïr pour ça? Elle pourrait l'être au début. Le changement est terrifiant, surtout pour quelqu'un qui dépend des autres. Héloïse se penche sur la table, sa main chaude sur la mienne. Mais tu n'as plus à faire face à cela seule. Tu m'as, Monsieur Dubois, ta tante. Des gens qui veulent la vérité. Pour la première fois en 11 ans, le poids sur mes épaules s'allège progressivement. Le chemin à parcourir reste décourageant, mais n'est plus impossible. D'accord, dis-je, redressant mon dos. Faisons-le. Tandis que nous rassemblons les documents, planifions nos prochaines étapes, j'imagine ma version de 16 ans sanglotant au chevet de Lina, promettant des soins éternels pour un crime que je n'ai jamais commis. Cette fille mérite la justice autant que la femme que je suis devenue mérite la liberté. Nous avons la vérité maintenant. Et la vérité, une fois découverte, ne peut plus être enterrée. Les témoignages et la contre-attaque. Le même jour, je localise le profil de Théo Leclerc sur les réseaux sociaux, mon doigt planant au-dessus du bouton de message. Sa vie semble parfaitement ordinaire. Photo de mariage avec une femme en robe de dentelle, 2 petits-enfants avec sa mâchoire carrée, une maison de banlieue avec des colonnes blanches. Rien ne suggère qu'il porte le même fardeau que moi. « Tu es sûre de ça ?» demande Héloïse, regardant par-dessus mon épaule l'écran de l'ordinateur portable. Non, mais quel choix ai-je? Je clique sur le bouton et tape un message simple. Étais-tu avec Lina le jour de son accident? Mon téléphone vibre quelques minutes plus tard. Un numéro local que je ne reconnais pas. Nora, c'est Théo. J'ai reçu ton message. Sa voix sonne plus profonde que dans mes souvenirs, mais avec la même légère hésitation. J'attendais cet appel depuis 11 ans. Mon cœur bat contre mes côtes. Que veux-tu dire? J'ai porté cette culpabilité pendant des années. Ces mots se précipitaient, imparables. Lina m'a supplié de ne dire à personne qu'elle était sur ma moto. Elle ne portait pas de casque, a dit que ça gâcherait sa coiffure pour la fête ce week-end. Le monde bascule sous moi. J'agrippe le bord de la table pour me stabiliser. Tes parents sont arrivés à l'hôpital pendant que tu prenais un café. Ils m'ont dit que si jamais je mentionnais la moto, ils porteraient une plainte pour mise en danger d'un mineur. Sa voix se brise. J'avais 17 ans. J'étais terrifiée. Quand ils ont commencé à raconter à tout le monde l'histoire de l'arrêt de bus et des chats errants, j'ai juste suivi. Pourquoi me le dis-tu maintenant? Ma voix sonne étrange à mes propres oreilles, parce que ça me ronge. Et ma femme a vu ton message. Elle me dit depuis des années que je dois avouer. Il s'arrête. Lina sait que je t'appelle. Nous sommes restés en contact. Ma sœur savait. Tout ce temps, elle savait. Voudrais-tu signer une déclaration sur ce qui s'est réellement passé? Je demande. Je suis déjà en train de la rédiger. Je la ferai notarier demain. Après avoir raccroché, Héloïse me serre l'épaule. Une preuve de plus. Maintenant, appelons ta tante Laura. Le témoignage de tante Laura vient facilement, trop facilement, comme si elle attendait la permission de se décharger. J'apportais des fleurs à la chambre de Lina quand j'ai entendu tes parents dans le couloir, explique-t-elle, sa voix tremblant. Ta mère a dit « Ne laisse personne savoir qu'elle était avec ce garçon. On dira que Nora devait l'accompagner au bus
Et ton père a répondu, « Nora a toujours été responsable, elle acceptera que ce soit sa faute. » La voix de Laura se brise. J'aurais dû dire quelque chose à l'époque. Je suis tellement désolée, Nora. Le dimanche après-midi, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Je calcule mon arrivée pour le moment où Lina est à la physiothérapie avec son aide-soignante du week-end. Le salon semble plus petit d'une certaine manière alors que je me tiens devant mes parents, le rapport de police serré dans ma main. Papa lève les yeux de son journal, les yeux se plissant à mon expression. Que se passe-t-il? Je connais la vérité sur l'accident, dis-je, ma voix plus stable que prévu. Il s'est produit à des kilomètres de l'arrêt de bus sur la moto de Théo. La couleur se draine du visage de papa. Ses mains serrent les accoudoirs de son fauteuil, les jointures blanches. Maman se reprend la première. Nous protégions Lina du scandale. Tu étais assez vieille pour gérer la responsabilité. Elle dit cela comme si c'était raisonnable, comme si détruire une fille pour en protéger une autre avait un sens parfait. Vous m'avez fait croire que j'avais détruit la vie de ma sœur. Ma voix ne monte pas, mais quelque chose en elle les fait tous deux tressaillir. Pendant 11 ans, j'ai porté cette culpabilité. Papa se penche, désespéré. Cela ne change rien à ton obligation envers ta sœur. Je n'ai jamais abandonné Lina et je ne le ferai jamais, dis-je. Les mots viennent d'un endroit nouveau en moi, un endroit qui a été enterré sous des années de culpabilité fabriquée, mais je ne signe pas ces papiers, ni demain, ni jamais. Je tourne les talons et sors, le dos droit, la tête haute. La porte d'entrée se ferme derrière moi avec un clic silencieux qui semble plus définitif que n'importe quel claquement. Héloïse attend dans sa voiture, au bord du trottoir, le moteur en marche. Ses yeux s'écarquillent quand elle me voit. Tu as l'air plus légère de 10 kilos. Les larmes viennent alors, soudaines et accablantes, non pas des larmes de douleur, mais de libération, comme si mon corps se débarrassait d'années de poison accumulé. Ça a marché, je parviens à dire entre les sanglots. Ils ont tout admis. Ce n'est que le début, dit Héloïse, s'éloignant du trottoir. Nous allons rétablir les choses. Mon téléphone vibre avec un message de tante Laura. Ma chambre d'amis est prête quand tu en as besoin. J'aurais dû parler il y a des années. Puis M. Dubois appelle avec des nouvelles. J'ai examiné les finances de tes parents. Il y a des preuves qu'ils utilisaient tes contributions pour leur hypothèque, pas seulement pour les soins de Lina. C'est exactement le genre d'affaire de fraude familiale qui doit être exposé. Tandis que nous nous éloignons de la maison où j'ai été emprisonnée par la culpabilité pendant plus d'une décennie, je la regarde rétrécir dans le rétroviseur latéral. Pour la première fois, je m'autorise à me demander, dois-je aller de l'avant maintenant ou leur donner du temps pour avouer d'eux-mêmes? La réponse se forme clairement dans mon esprit. Plus de temps, plus de mensonges. J'ai besoin de parler à Lina quand elle rentrera de la thérapie. Ma sœur doit savoir que j'ai découvert la vérité et que je ne lui en veux pas d'être restée silencieuse toutes ces années. Nous avons toutes les deux été victimes de différentes manières. Il est temps que nous soyons toutes les deux libres. La fraude systématique. Le lundi matin, je prends une gorgée de café froid, grimaçant au goût amer alors que je fixe le tableau blanc dans le bureau d'Héloïse. La chronologie s'étend sur tout le mur, 11 ans de manipulation tracés au marqueur bleu soigné. Chaque note autocollante représente un moment où mes parents ont exploité ma culpabilité pour soutirer de l'argent, du temps ou un soutien émotionnel. Nous devons anticiper leurs prochains mouvements, dit Héloïse, mettant le capuchon à son marqueur. Son tailleur-pantalon impeccable et sa voix stable me rassurent alors que j'essaie de traiter l'ampleur de ce que nous découvrons. Ils ne vont pas simplement se rendre maintenant que tu les as confrontés avec le rapport de police. Les lumières fluorescentes bourdonnent au-dessus de ma tête alors que j'acquiesce, me forçant à regarder le tableau avec un détachement clinique. Ma formation d'infirmière prend le dessus. Évaluer la situation, identifier les risques, élaborer un plan d'action. Papa contre-attaque toujours quand il est acculé, dis-je, pointant des incidents en 2018 et 2021. Ici, quand j'ai demandé pourquoi mon héritage de grand-mère allait au traitement de Lina, il a dit au père Olivier que je devenais amère à propos de mon devoir chrétien. Et ici, quand j'ai essayé de déménager dans mon propre appartement, il a prétendu que Lina avait eu une rechute médicale qui nécessitait des soins 24 heures sur 24. Monsieur Dubois entre avec une pile de chemises cartonnées, les posant sur la table de conférence avec un bruit sourd et solide. Ses instincts de journaliste d'investigation se sont avérés inestimables au cours de la semaine dernière. « Tu avais raison sur l'angle financier, dit-il, ouvrant le dossier du dessus.
J'ai comparé tes contributions aux dépenses médicales de Lina au cours des 5 dernières années. Moins de 40% de ce que tu leur as donné est réellement allé à ses soins. Où est allé le reste? Mon estomac se serre tandis que je parcours les feuilles de calcul. Paiement hypothécaire, facture de carte de crédit, un bateau de pêche acheté il y a 3 ans. Monsieur Dubois tape sur une section surlignée. Et ceci est intéressant, ils effectuent des paiements pour une multipropriété de vacances sur la Côte d'Azur depuis 2020. La trahison pique à vif, mais je repousse l'émotion. Il ne s'agit plus de blessures, il s'agit de fraude systématique. Nous construisons ce dossier exactement comme nous le ferions pour une enquête sur la sécurité des patients, leur dis-je, me repliant sur un territoire professionnel familier. Documentation, reconnaissance de schéma, déclaration de témoins. Héloïse hoche la tête avec approbation. C'est exactement ça. Les confrontations émotionnelles ne fonctionneront pas avec des manipulateurs aussi habiles. Nous devons démanteler leur contrôle de manière systématique. Au cours des heures suivantes, nous organisons nos preuves avec une précision militaire. Le compte-rendu écrit de Théo sur l'accident et les menaces que mes parents ont proférées après. Les dossiers financiers montrant le modèle de détournement de fonds. Les dossiers médicaux révélant des traitements qui ont été facturés mais jamais réalisés. Un calme étrange s'installe en moi pendant que nous travaillons. Pendant des années, j'ai abordé ma situation familiale avec culpabilité et peur. Maintenant, je l'analyse avec la même concentration lucide que j'apporte au cas de patients compliqués. Monsieur Dubois tapote son stylo contre la table. L'angle de l'assurance est particulièrement préoccupant. Plusieurs réclamations ont été déposées pour du matériel de Lina qui ne s'est jamais matérialisé. Cela franchit la limite du potentiel de fraude. J'ai parlé à 3 de tes collègues de l'hôpital Georges Pompidou, ajoute Héloïse. Ils ont fourni des déclarations sur ton épuisement dû à ce double fardeau. Le docteur Dupont était particulièrement solidaire, a dit qu'il t'a vu t'endormir debout pendant des quarts de 12 heures, après avoir passé la nuit avec Lina. Le téléphone du bureau sonne, nous surprenant. Héloïse répond, son expression changeante tandis qu'elle écoute. « Oui, elle est ici, je vois. Nous allons l'examiner immédiatement. » Elle raccroche et se tourne vers moi. « Tes parents ont embauché Maître Lambert. » L'avocate de soutien familial? Monsieur Dubois fronce les sourcils. « C'est une escalade sérieuse. » Héloïse hoche la tête sombrement. « Mon assistante vient de recevoir une lettre de mise en demeure formelle. Il cite l'obligation morale et menace de demander la tutelle de Lina si tu ne te conformes pas à leurs exigences financières. » Mes mains commencent à trembler, la première fissure dans mon détachement professionnel. Maître Lambert a une réputation de litige agressif dans les affaires de soutien familial. La pensée d'une bataille juridique me panique. Peuvent-ils faire ça, prendre la tutelle de Lina? Non, dit Héloïse fermement. Mais ils comptent sur ta peur pour te faire plier. Les frais de justice à eux seuls pourraient épuiser ce qui te reste d'économie. Monsieur Dubois étudie mon visage. Ça va? Je prends une profonde inspiration, m'examinant. Le choc initial se retire, remplacé par une clarté surprenante. Ils essaient de me faire peur parce qu'ils savent que j'ai la vérité. Je regarde mes alliés. La détermination se durcit en moi. Jusqu'où sont-ils prêts à aller pour maintenir ce mensonge? La réponse plane sans être dite dans l'air entre nous. Mes parents ont passé 11 ans à construire une tromperie élaborée. Ils ont manipulé toute notre communauté. Ils ont volé mon argent, mon temps, ma paix. Ils ne se rendront pas facilement, mais moi non plus. Le jugement public. 3 jours après avoir recueilli plus de preuves, j'étale les documents sur la table de conférence en acajou poli d'Héloïse. Chaque pièce à conviction est méticuleusement étiquetée et organisée par ordre chronologique. Le rapport de police est au centre, son en-tête officielle un rappel brutal de la vérité que je n'ai jamais été autorisée à voir. « C'est tout ?» demande Héloïse, examinant notre liste de contrôle de préparation. Chaque morceau de preuve des 11 dernières années. J'ajuste mes lunettes de lecture. Toujours peu habituée à leur poids après des années de négligence de ma vision pour des préoccupations plus pressantes. Ce sont les nouveaux documents, plus les anciens que nous avons trouvés, y compris la déclaration sous serment de Théo sur l'accident de moto, les dossiers médicaux de Lina montrant des traitements qui n'ont jamais eu lieu, et les relevés bancaires traçant où mon argent est réellement allé. Monsieur Dubois entre avec un épais dossier cartonné.
Sa précision de journaliste d'investigation s'est avérée inestimable au cours de ces semaines de préparation. J'ai trouvé quelque chose. Il pose un document sur la table. Tes parents ont demandé une deuxième hypothèque il y a 6 mois en utilisant ta signature. Mon estomac se crispe. Je n'ai jamais rien signé. Exactement. Il pointe la ligne de signature. C'est un faux. L'expert en documents de la banque l'a confirmé hier. Héloïse hoche la tête, ajoutant le document à notre classeur de preuves. Cela va au-delà de la manipulation émotionnelle pour entrer dans le territoire criminel. J'étudie la signature falsifiée, reconnaissant les points de pression distinctifs de papa. Même ces faux portant l'empreinte de sa nature contrôlante. J'ai déposé l'ordonnance de non-harcèlement contre tes parents, poursuit Héloïse. Cela devrait empêcher de nouvelles tracasseries pendant que nous finalisons nos préparatifs. Le tableau blanc derrière elle affiche notre chronologie. 11 ans de manipulation systématique, réduite à des puces et des flèches. Quelque chose dans le fait de le voir ainsi, dissipe le brouillard émotionnel qui a obscurci mon jugement pendant si longtemps. Les dossiers médicaux de Lina étaient la dernière pièce, dis-je, tapotant un dossier contenant des documents de 3 spécialistes différents, la moitié des traitements pour lesquels ils affirmaient que mon argent payait n'ont jamais eu lieu. Le centre de physiothérapie n'a aucune trace des sessions intensives qu'il décrivait lors des collectes de fonds de l'Église. M. Dubois siffle doucement. Ce n'est plus seulement une querelle de famille. C'est une fraude financière. Nous n'exposons pas seulement un mensonge, dis-je, ma voix plus ferme que prévu. Nous démantelons une décennie de fraude. Mon téléphone vibre contre la table, l'administration de l'hôpital. J'hésite avant de répondre. Nora Reed à l'appareil. Mademoiselle Reed, c'est Marie des ressources humaines. Votre présence immédiate est requise concernant des allégations sérieuses concernant votre conduite professionnelle. La glace se répand dans ma poitrine. Quelles allégations? Votre père a appelé notre ligne éthique ce matin. Il prétend que vous avez volé des médicaments sur ordonnance pour les vendre à des fins personnelles. L'accusation me coupe le souffle. Je mets le téléphone sur haut-parleur pour qu'Héloïse et M. Dubois puissent t'entendre. Je serai là dans 30 minutes, je parviens à dire, mettant fin à l'appel. Ils intensifient, dit Héloïse, rassemblant déjà des documents. Ils ont découvert notre enquête et frappent à ton point le plus vulnérable, ta carrière. Le sol semble s'incliner sous moi, tout ce pourquoi j'ai travaillé. M. Dubois secoue la tête. C'est un geste désespéré. Ils espèrent que tu reculeras pour protéger ta réputation. Je dois régler ça immédiatement. Je me lève, rassemblant mes accréditations et mon portfolio professionnel. L'hôpital a des caméras dans toutes les zones de médicaments. L'accusation s'effondrera sous l'examen minutieux. Je viens avec toi, propose Héloïse, en tant que ton avocate. 2 heures plus tard, je suis assise en face de ma superviseure, Jeanne, pendant que la sécurité de l'hôpital examine les journaux d'accès aux médicaments. La tension dans mes épaules s'atténue tandis que Jeanne étudie la documentation. Ces allégations sont sans fondement, conclut-elle, fermant le dossier. Ton dossier de distribution est impeccable, Nora. Je suis désolée que tu traverses cette situation familiale. Sur le parking après, Héloïse me serre la main. Tu as géré cela parfaitement, professionnel, posé, rien à voir avec la réaction paniquée que tes parents attendaient. Dois-je les confronter maintenant, je demande, regardant le soleil de l'après-midi luire sur les fenêtres de l'hôpital, ou attendre que notre dossier soit parfait? De retour au bureau d'Héloïse le lendemain matin, nous nous réunissons pour notre dernière session de stratégie. Les classeurs de preuves sont prêts, chaque document étiqueté et indexé. M. Dubois a assemblé une présentation multimédia affichant la chronologie de la manipulation. J'ai contacté tous ceux qui ont été témoins de leur manipulation au fil des ans, rapporte M. Dubois. Anciens voisins, membres de l'Église, même les médecins de Lina qui ont reçu des histoires contradictoires sur ses soins. Les preuves financières à elles seules suffisent à les faire cesser complètement, ajoute Héloïse. La demande d'hypothèque falsifiée nous donne un levier important. J'étudie les matériaux assemblés, le point culminant de semaines de travail méthodique. La transformation semble presque physique, le poids constant de la culpabilité remplacé par la clarté de l'objectif. Nous sommes prêtes, dis-je, ma voix stable. Il est temps d'y mettre fin. Le jugement du père Olivier.
Le mercredi suivant, la sonnette retentit, me tirant de mes pensées, tandis que je lisse les plis de mon pantalon marine. Mon téléphone vibre avec un message d'Héloïse. « Nous sommes en position, reste calme. » Ces dernières semaines ont ressemblé à un entraînement au combat. Rassembler des preuves, construire des arguments juridiques, documenter des années de manipulation. Maintenant, debout dans le salon de mon enfance, regardant les proches entrer avec des expressions solennelles, je réalise qu'aucune préparation n'aurait pu me préparer à cela. Maman fait signe à tout le monde vers la salle à manger, transformée en ce qui ne peut être décrit que comme un tribunal. Des chaises supplémentaires encerclent notre table en chêne. Chaque position est dressée avec un verre d'eau et un bloc-notes comme une réunion de conseil tordu. Papa se tient à la tête, les épaules carrées dans son costume du dimanche. « Merci à tous d'être venus à si brève échéance », commence-t-il, la voix portant la sincérité pratiquée qui m'a trompée moi aussi. Les affaires de famille nécessitent des solutions familiales. Je parcours les visages. Oncle Robert et tante Patricia, Grace la sœur de maman, 2 anciens de l'Église, le père Olivier avec sa Bible placée précisément devant lui, et un homme aux cheveux argentés dans un costume coûteux qui doit être leur avocat. Lina est assise à sa place habituelle, les yeux fixés sur ses mains jointes. Papa continue tandis que maman distribue des dossiers agrafés. Pour ceux qui ne le savent pas, Nora est responsable des soins de Lina depuis l'accident il y a 11 ans. Récemment, elle a décidé d'abandonner cette responsabilité. L'accusation tombe comme un coup physique, exactement comme prévu. Des murmures choqués se propagent dans la pièce. « Ce n'est pas ce qui se passe, » intervins-je. Mais papa lève la main. « S'il te plaît, laisse-moi finir. » Sa voix baisse, épaisse d'émotions fabriquées. Nous avons couvert les dépenses de Lina du mieux que nous pouvions, mais les problèmes de santé de Marc ont rendu le travail à temps plein impossible. Premier mensonge, il a été licencié pour mauvaise performance. Maman prend le relais sans transition, ouvrant un classeur de factures médicales. Ce n'est que des 6 derniers mois. Sans la contribution de Nora, la physiothérapie de Lina cessera complètement. Deuxième mensonge, l'assurance couvre la plupart de ces thérapies. Nora gagne 42 000 € par an en tant qu'infirmière, ajoute papa, les yeux brillants de larmes qui apparaissent sur commande. Nous ne demandons que 1 800 € par mois. Elle a des économies de retraite auxquelles elle pourrait accéder pour le fonds de soins initial. Oncle Robert se tourne vers moi, la confusion et la déception gravées sur son visage. « Comment peux-tu faire ça à ta sœur ?» La pièce devient soudainement sans air, les murs se rapprochant alors que chaque proche absorbe le récit soigneusement élaboré. Le père Olivier se racle la gorge. Son expression grave. Peut-être qu'une médiation chrétienne aiderait à résoudre cela. « Nora, ta sœur a besoin de toi. Nous pouvons sûrement trouver un arrangement qui honore tes obligations familiales ?» L'avocat fait glisser des papiers vers l'espace vide devant moi. J'ai rédigé un accord de soignant simple. Une fois signé, nous pouvons nous assurer que les besoins de Lina sont correctement satisfaits. Tous les yeux se tournent vers moi avec attente. C'est exactement ce qu'ils voulaient. Pression publique, jugement moral, le poids de l'attente communautaire forçant ma conformité. Lina reste silencieuse. Son mutisme continue interprété comme une confirmation de leur histoire. Mon téléphone vibre à nouveau dans ma poche, le signal que nous avons arrangé. Je me lève lentement, me surprenant par la stabilité de ma voix. Avant que quiconque ne signe quoi que ce soit, j'aimerais présenter quelqu'un. Sur ce, la sonnette retentit. Maman fronce les sourcils, clairement ennuyée par l'interruption de leur intervention parfaitement orchestrée. « Qui cela peut-il être ?» demande-t-elle, la suspicion teintant son ton. « Mon avocate » répondis-je simplement, regardant son visage pâlir. « Et un journaliste qui m'a aidé à enquêter sur ce qui s'est réellement passé il y a 11 ans. » La main de papa se serre autour de son stylo. C'est une affaire de famille privée. Cela a cessé d'être privé lorsque vous avez invité les anciens de l'Église et votre avocat. Je marche vers la porte d'entrée sans attendre la permission. Héloïse entre la première, toute professionnelle dans son tailleur anthracite, suivie de M. Dubois avec son enregistreur et ses accréditations de presse visibles. Derrière eux, tante Laura entre, la sœur cadette de maman, qui travaillait à l'hôpital lorsque Lina a été admise. « Que fait-elle ici ?» exige maman, se levant de sa chaise. « Soutenant la vérité ?» répond tante Laura, se déplaçant pour se tenir à côté de moi. Le père Olivier a l'air déconcerté, tandis qu'Héloïse se présente. « Je suis Héloïse Martel, représentant Nora Reed.
Je crois comprendre que vous discutiez d'un accord de soins sous de faux prétextes. C'est absurde, crache papa, sa froideur pratiquée se fissurant. Lina est paralysée depuis 11 ans parce que Nora a échoué à l'accompagner au bus. Tout le monde ici connaît l'histoire. C'est l'histoire que vous avez racontée, je le corrige, me sentant étrangement calme, maintenant que le moment est arrivé. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé, n'est-ce pas, papa? Monsieur Dubois installe son enregistreur au bord de la table. Mark et Diane Reed. Je suis Monsieur Dubois du Parisien. J'enquête sur vos arrangements financiers concernant les soins de votre fille. Le visage de maman se tord de fureur. Comment osez-vous amener des étrangers chez nous pour nous attaquer après tout ce que nous avons fait pour Lina? Après tout ce que vous avez fait, les mots m'échappent comme un rire rauque. Vous avez passé 11 ans à me faire croire que j'avais détruit la vie de ma sœur. Vous avez pris mon fonds universitaire, mon héritage de grand-mère et la moitié de mon salaire chaque mois tout en me disant que c'était ma responsabilité. La pièce devient silencieuse, les proches échangeant des regards inconfortables. Le père Olivier se penche, l'incertitude remplaçant sa confiance antérieure. Nora, ce sont des accusations graves. Oui, elles le sont. Je me tourne pour faire face à la famille réunie. Avant que quiconque ne signe quoi que ce soit, il y a quelque chose que vous devez tous voir. Héloïse ouvre sa mallette, retirant des chemises cartonnées pour chaque personne présente. J'attrape le regard de Lina par-dessus la table, voyant de la peur et quelque chose d'autre, peut-être du soulagement. « Lina, dis-je doucement, après 11 ans, ne penses-tu pas qu'il est temps pour la vérité? » Les larmes remplissent ses yeux, tandis qu'elle lève les yeux, ses doigts crispés autour des roues de son fauteuil. Le dossier devant elle contient ce que les autres n'ont pas. Des photographies d'elle avec Théo sur sa moto, prises le matin de l'accident. « J'ai porté ça si longtemps », murmure-t-elle, à peine audible. Héloïse place le dernier dossier devant le père Olivier. Le rapport de police, les déclarations de témoins et les dossiers financiers documentant 11 ans de fraude systématique. L'accident s'est produit à 3,8 km de l'arrêt de bus, sur une moto avec le petit ami de Lina, contre les règles de ses parents. Oncle Robert ouvre son dossier, la couleur s'échappant de son visage tandis qu'il parcourt les documents. Cela dit que l'accident n'avait rien à voir avec le bus manqué. Rien du tout, je confirme, regardant le monde soigneusement construit de mes parents commencer à s'effondrer. Ils ont menti à tout le monde, y compris à moi, dès l'instant où Lina est arrivée à l'hôpital. Tante Laura prend la parole, sa voix tremblant légèrement. J'étais là ce jour-là. J'ai entendu Mark dire à Diane de s'assurer que personne ne savait que Lina était avec ce garçon sur la moto. Ils ont créé l'histoire de l'arrêt de bus avant même que Lina n'aille en chirurgie. Le père Olivier se tourne vers mon père, le choc évident dans son expression. « Est-ce vrai, Marc ?» Le silence s'étire, épais et suffocant, tandis que les membres de la famille réunis se tournent vers mes parents, attendant un déni qui ne vient pas. Les lèvres de ma mère se pressent en une ligne mince et exsangue. La mâchoire de mon père travaille sans bruit, sa façade soigneusement construite se brisant sous le poids de la vérité documentée. La voix de Lina brise le silence, petite mais grandissant, en force à chaque mot. J'ai sauté le bus pour faire de la moto avec Théo. Maman et papa disaient toujours que Nora serait blâmée parce qu'elle était censée me surveiller. Ses yeux rencontrent les miens par-dessus la table. Je leur ai laissé te faire ça. Pendant 11 ans, je suis restée silencieuse. Les larmes que je retenais menacent de couler, mais je les cligne des yeux. Ce n'est pas encore fini. Je suis désolée, Lina. Elle tend la main vers elle, sans la toucher. Je t'aurais aidée de toute façon, tu n'as jamais eu besoin de mentir. Nous devons tous examiner ces documents attentivement, dit le père Olivier, sa certitude antérieure remplacée par une grave préoccupation. Monsieur Dubois s'avance, l'enregistreur à la main. J'aimerais poser quelques questions sur le fond de l'Église qui a été établi pour les traitements de Lina. L'atmosphère dans la pièce change palpablement, la peur cédant la place aux premiers signes de responsabilité. Mes parents, autrefois si confiants dans leur manipulation, sont maintenant assis figés, alors que leur construction élaborée commence son effondrement inévitable. Je reste debout, soutenue par des alliés qui m'ont aidée à découvrir la vérité, enfin prête pour ce qui vient ensuite. La liberté, je suis restée silencieuse par honte, éclate Lina en larmes, ses larmes coulant librement maintenant. J'ai supplié Théo de ne rien dire à personne. J'avais 14 ans et j'avais peur d'avoir des ennuis.
Ses mains agrippent les roues de son fauteuil tandis qu'elle se rapproche du centre de la pièce. Quand maman et papa ont blâmé Nora, j'étais trop terrifiée pour les contredire. Et puis ça a juste continué, année après année. Je t'ai laissé porter ce fardeau pendant 11 ans. Je suis désolée. La transformation dans la pièce est immédiate et complète. Le visage d'oncle Robert se durcit tandis qu'il regarde mon père. Tante Laura se déplace pour s'asseoir à côté de moi, sa main trouvant la mienne. Le père Olivier ferme sa Bible avec un bruit sourd. « Cette trahison va à l'encontre de tout ce que notre communauté représente, » dit le père Olivier, se levant pour faire face à mes parents. « Vous avez manipulé non seulement vos filles, mais toute notre famille d'Église. » L'ancien de l'Église, M. Peterson, se lève de son siège. Le fonds de l'Église était destiné au traitement de Lina, pas à votre hypothèque. Mes parents se replient sur eux-mêmes, tandis que la pièce se retourne contre eux. Le pouvoir qui leur permettait autrefois de contrôler ma vie par la culpabilité et la manipulation s'évapore en quelques minutes. Monsieur Dubois capture tout sur son enregistreur. « J'ai tout ce dont j'ai besoin pour un article complet sur la fraude familiale, » me dit-il doucement. « Je ne t'ai jamais abandonnée, Lina, » dis-je, m'agenouillant à côté de son fauteuil roulant. Je ne pouvais juste plus vivre avec les mensonges. Lina tend la main vers la mienne, la serrant fort. Je savais que c'était mal, mais j'étais trop effrayée pour parler. « Peux-tu me pardonner ?» Je la serre dans mes bras, sentant ses épaules trembler de sanglots. « Il n'y a rien à pardonner. Nous avons toutes les deux été victimes ici. » Monsieur Peterson, l'ancien, se racle la gorge. Le conseil de l'Église devra enquêter sur l'utilisation potentielle des fonds de données. Héloïse s'avance. Et je dois clarifier pour toutes les personnes présentes. Nora n'a aucune obligation légale de fournir un soutien financier à Lina et ne l'a jamais eu. Le père Olivier hoche la tête solennellement. À l'avenir, l'Église assurera une surveillance appropriée de tout soutien aux soins de Lina. Mes parents se tiennent ensemble, isolés dans une pièce pleine de gens qui les voient clairement pour la première fois. Maman tend la main vers son sac à main, papa vers ses clés, reconnaissance silencieuse de leur défaite. « Je pense que nous avons fini ici, » dit papa platement. Personne ne les arrête alors qu'ils se dirigent vers la porte. Personne n'offre d'adieu. Alors que la porte se ferme derrière eux, je reste à côté de Lina, nos mains toujours jointes. Le poids de 11 ans se soulève de mes épaules, me laissant plus légère que je ne l'ai été depuis l'âge de 16 ans. Dans le silence qui suit leur départ, Lina me serre la main. « Que se passe-t-il maintenant ?» murmure-t-elle. Je regarde autour de moi les personnes qui se sont tenues à mes côtés aujourd'hui. Héloïse avec son éclat juridique, Monsieur Dubois avec ses compétences d'investigation, Tante Laura avec sa vérité tardive mais cruciale, le père Olivier avec sa clarté morale. « Maintenant, lui dis-je, nous recommençons avec la vérité. » La lumière du soleil qui traverse la fenêtre attrape les larmes de Lina, mais pour la première fois en 11 ans, elle brille, non pas de culpabilité ou de honte, mais d'espoir. Un nouvel avenir. 3 semaines après la confrontation, je déverrouille la porte du nouvel appartement de Lina, la poussant largement ouverte tandis qu'elle franchit le seuil en fauteuil roulant. La lumière du soleil se déverse par les fenêtres dégagées, peignant des rectangles dorés sur les parquets. L'espace est modeste, mais complètement accessible. Comptoir abaissé, évier à roulettes, large porte et une salle de bain assez grande pour que son fauteuil roulant puisse tourner confortablement. C'est vraiment à moi. La voix de Lina porte un émerveillement que je n'ai pas entendu depuis notre adolescence. Tout à toi. Je pose la boîte que je transporte. L'accord d'assurance a couvert le loyer de la première année plus les modifications d'accessibilité. Plus besoin de demander la permission pour ajuster ton espace de vie. Lina se déplace en fauteuil roulant dans l'appartement, passant sa main sur les comptoirs. Ses épaules se sont redressées ces derniers jours, la courbe perpétuelle d'excuses disparaissant progressivement. « Papa m'a appelé à nouveau hier soir, » dit-elle, s'arrêtant à la fenêtre donnant sur un petit jardin communautaire. Il a l'air désespéré. Il devrait not l'être. Je déballe la vaisselle dans des armoires passe. Le père Olivier m'a dit que le conseil de l'Église a commencé une enquête sur les fonds détournés. Et ça, sans compter les accusations de fraude à l'assurance. Lina hoche la tête, un mélange compliqué d'émotions traversant son visage. 11 ans de mensonges se dénouent dans 2 semaines. Mon téléphone vibre avec un message d'Héloïse. Papiers de tutelle financière approuvés. Tous les avantages de Lina seront correctement gérés maintenant.
je montre le message à Lina. Plus de chèques interceptés ou de fonds détournés. Elle sourit, puis roule vers le canapé où je la rejoins. « As-tu dormi ?» La question me prend au dépourvu. En fait, oui, pour la première fois depuis toujours. La nuit dernière, j'ai dormi 8 heures ininterrompues sans rêve, chargée de culpabilité de Lina qui tombe ou crie à l'aide. Et toi? Je me réveille en pensant que je dois les appeler, puis je me souviens que je n'ai plus à rendre de compte à personne. Elle ajuste sa position. Hier, j'ai postulé pour ces allocations d'invalidité pour lesquelles ils disaient toujours que je n'aurais pas droit. Celles pour lesquelles ils t'ont dit qu'il fallait mon soutien pour les recevoir. Exactement celles-là. Elle rit, un son que j'avais presque oublié. Il s'avère que j'étais éligible depuis une décennie. J'ouvre une autre boîte marquée cuisine et commence à trier les ustensiles. Je me suis inscrite au programme d'infirmière praticienne. Les yeux de Lina s'écarquillent. Celui dont tu parles depuis des années? Je commence le semestre prochain. Sans 1800 € qui quittent mon compte chaque mois, je peux réellement payer les frais de scolarité et un petit appartement près du campus. La lumière dorée de l'après-midi change tandis que nous continuons à déballer. 3 infirmières de mon unité arrivent avec le dîner et plus de boîtes. Marcia, l'infirmière responsable, qui m'a vu trébucher dans des corps épuisés pendant des années, me serre fort. Nous avons commencé un horaire rotatif pour aider Lina avec tout ce dont elle a besoin pendant que tu es en cours, dit-elle. Toute l'unité s'est inscrite. Lina accepte leur étreinte avec des larmes dans les yeux. Je n'ai jamais su combien de personnes se souciaient de moi. Après leur départ, nous nous asseyons ensemble sur sa nouvelle terrasse, alors que le soir s'installe autour de nous. Des grillons chantent depuis le jardin communautaire en dessous. L'appartement de Lina ne ressemble en rien à la maison de nos parents. Pas de lourdeur, pas de marcher sur des œufs, pas de rappel constant d'obligation. Pendant des années, j'ai pensé que prendre soin signifiait porter le fardeau de tout le monde, dis-je, regardant un colibri s'élancer parmi les fleurs en pot que Marsha a apportées. Maintenant, je vois que cela signifie aider les gens à se tenir debout seuls. Lina tend la main vers la mienne. J'aurais dû te dire la vérité il y a des années. Nous étions toutes les deux piégées de différentes manières. Elle... 6 mois plus tard, je me tiens devant le tableau blanc du Centre de traumatologie de l'hôpital Georges Pompidou, dirigeant l'orientation des nouvelles infirmières. Ma blouse est le même bleu, mais tout le reste a changé. Mon petit appartement près du campus est rempli de plantes et de livres. Mes prêts étudiants sont sur un plan de remboursement gérable. Le plus important, le poids écrasant, ma poitrine depuis 11 ans s'est élevée. Souvenez-vous, dis-je aux infirmières, aux yeux écarquillés, votre première responsabilité est de défendre vos patients. Parfois, cela signifie tenir tête aux membres de la famille qui prétendent savoir ce qui est le mieux. Après mon quart, je me rends à l'appartement de Lina pour notre dîner hebdomadaire. Elle a maîtrisé la cuisine depuis son fauteuil roulant et l'odeur de lasagne me salue à la porte. « Comment se passe le programme en ligne ?» Je demande, posant mon sac. 3A jusqu'à présent. La fierté colore sa voix. Le cours de défense des droits des personnes handicapées de PAD est mon préféré. J'aide 2 familles à naviguer dans le système que nos parents ont exploité. Nous mangeons à sa table accessible, discutant des plans futurs plutôt que des erreurs passées. Quand elle mentionne la dernière tentative de réconciliation de nos parents, je ne ressens pas la torsion habituelle d'anxiété. Je leur ai dit la même chose que toujours, dis-je. Je n'envisagerai une relation que lorsqu'ils assumeront l'entière responsabilité et feront amende honorable envers les personnes qu'ils ont blessées. Lina hoche la tête. Ils parlent toujours d'obligations familiales et de pardon sans reconnaître ce qu'ils ont fait. Leur choix. Je prends une autre bouchée de lasagne. Je n'ai plus besoin de la permission de quiconque pour créer ma propre vie. Pour le premier anniversaire de la confrontation, Lina et moi nous rendons au parc de la ville où j'avais l'habitude de nourrir des chats errants à l'adolescence. Les feuilles d'automne craquent sous son fauteuil roulant, tandis que je la pousse le long du chemin vers la petite clairière où se trouvait autrefois la station d'alimentation. « Tu te souviens quand je ne pouvais même pas regarder les chats sans me sentir coupable ?» Je demande, l'aidant à naviguer sur une section chaotique du sentier. Lina rit. Et maintenant, nous construisons un réseau de soutien pour les familles confrontées à des lésions de la moelle épinière. La Fondation Lina et Nora a été lancée le mois dernier grâce à un financement provenant d'un règlement avec la compagnie d'assurance de nos parents.
Nous avons déjà aidé 3 familles à naviguer dans les systèmes médicaux sans exploitation financière, dis-je, fournissant des subventions pour les modifications d'accessibilité et un soutien juridique pour protéger les patients vulnérables. Plus tard ce soir-là, nous assistons à la célébration de l'étape de physiothérapie de Lina. Elle démontre sa force améliorée du haut du corps en se transférant du fauteuil roulant à la table de traitement sans assistance, gagnant les applaudissements des thérapeutes et des autres patients réunis. Lorsqu'on lui demande de dire quelques mots, Lina roule vers le centre de la pièce. « Le fardeau le plus lourd n'était pas ma paralysie, dit-elle au groupe. Sa voix stable et claire. C'étaient les mensonges. En la regardant parler avec une telle confiance, je ressens un sentiment d'achèvement. La vérité ne nous a pas seulement libérés, elle nous a montré qui était vraiment là pour nous depuis le début. Non pas les parents qui réclamaient des droits exclusifs à notre loyauté, mais la communauté qui s'est ralliée à nous lorsque nous avons finalement dit notre vérité. Alors que nous quittons la célébration, Lina demande « Te demandes-tu parfois ce qui se serait passé si Héloïse n'avait pas demandé le rapport de police? » Je considère cela alors que nous nous dirigeons vers la voiture. Je pense que la vérité aurait fini par se frayer un chemin. Elle était trop grande pour rester enterrée pour toujours.